Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une figure fascinante, Liliuokalani. Elle n'était pas n'importe quelle reine, elle a été la seule reine régnante d'Hawaï, et aussi sa toute dernière monarque. C'est vraiment une histoire de pouvoir, de résistance et du destin d'une nation qui allait basculer. Alors, regardons cette photo. On est en 1891. Voici la reine Liliuokalani, juste après son accession au trône. Elle est au sommet de sa puissance. L'image respire la dignité, l'autorité. C'est la chef d'un royaume souverain. Mais, elle ne le sait pas encore, ce pouvoir va être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Et ce qui frappe tout de suite, c'est ça, la durée de son règne. Regardez les dates. Elle monte sur le trône le 29 janvier 1891 et tout est terminé le 17 janvier 1893. Moins de 2 ans. C'est incroyablement court. Une fin brutale pour une monarchie qui existait depuis des siècles. Donc la question qui se pose, c'est comment Comment est-ce que tout a pu s'effondrer en si peu de temps? On parle d'une reine qui a été préparée toute sa vie à gouverner. Pour trouver la réponse, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Alors, allons-y. Pour vraiment saisir comment son règne a pu se terminer comme ça, il faut d'abord comprendre comment elle est arrivée sur ce trône. Son histoire ne commence pas en 1891, mais bien avant. Elle est née en 1838, sous le nom de Lydia Liliuokalani, un nom bien plus long et complexe. Elle faisait partie de ce qu'on appelle les alii, c'est-à-dire la noblesse hawaïenne. Et dès son plus jeune âge, son destin était tracé. On l'a envoyée à l'école royale, elle a reçu une éducation en occidentale. Bref, elle a été formée pour diriger. Le roi de l'époque l'a même proclamée éligible au trône. C'était du sérieux. Et là, il y a un point culturel super important à connaître, c'est le hanae. C'est une sorte d'adoption informelle très courante à Hawaï. En fait, Liliuokalani elle-même a été adoptée à sa naissance par d'autres nobles. C'était une façon de tisser et de renforcer les liens entre les grandes familles. Et puis, son ascension a suivi son cours étape par étape. En 1874, son frère David Kalakaua devient roi. Elle devient donc princesse. 3 ans plus tard, en 1877, après la mort de son autre frère, la voilà proclamée héritière du trône. Elle a même acquis une expérience internationale. En 1887, elle représente le royaume à Londres pour le jubilé de la reine Victoria. Rien que ça. Ok, on avance jusqu'en 1891. Son frère meurt et Liliuokalani devient reine. Et là, dès le premier jour, elle est plongée au cœur d'un conflit. Un conflit qui va non seulement définir son règne, mais aussi sceller le sort de tout le royaume d'Hawaï. Et il faut bien comprendre une chose, elle n'hérite pas d'une monarchie toute puissante. Pas du tout. Le pouvoir du roi avait déjà été sérieusement grignoté quelques années plus tôt, notamment par des hommes d'affaires étrangers. Donc, quand elle arrive, l'ambiance est électrique. Voilà le cœur du problème. D'un côté, la Constitution de 1887, qu'on a surnommée la Constitution de la baïonnette. Pourquoi? Parce qu'elle a été imposée à son frère sous la menace des armes. En gros, elle réduisait le pouvoir du roi et enlevait le droit de vote à beaucoup d'Hawaïens pour le donner aux riches propriétaires étrangers. Et de l'autre côté, il y a le projet de Liliuokalani. Elle arrive en 1893 et elle veut une nouvelle constitution pour redonner du pouvoir à la monarchie et à son peuple. Et attention, ce n'était pas juste un caprice de reine. Non, elle répondait à une demande de son peuple. Les 2 tiers des électeurs étaient derrière elle. Elle avait un vrai soutien populaire pour essayer de réparer ce que beaucoup voyaient comme une injustice flagrante. Et c'est là que tout bascule. Sa tentative de changer la Constitution, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Pour ses opposants, c'est le prétexte parfait pour passer à l'action. Et cette action, c'est un coup d'État. 13. Retenez ce chiffre. C'est le nombre de membres du comité de sécurité. Et qui sont-ils? Principalement des hommes d'affaires, américains et européens qui ont fait fortune dans le sucre. Pour eux, la nouvelle constitution de la reine, c'est une menace directe à leur portefeuille, à leur pouvoir. Leur but n'est pas de négocier, c'est de renverser la monarchie. Point final. Et ce comité ne va pas juste comploter dans son coin. Non, il va demander de l'aide aux États-Unis. Et voilà que des marines américains débarquent. Officiellement, c'est pour protéger les intérêts américains. Mais dans les faits, leur présence a un effet immédiat. Ça intimide complètement les partisans de la reine et ça paralyse toute tentative de défense. L'historien William Russ l'a très bien résumé. La reine se retrouve dans une situation impossible. La présence des soldats américains, ça veut dire que si ses gardes se battent contre le comité, ce sera vu comme une attaque contre les États-Unis. C'était un combat perdu d'avance qui aurait provoqué un bain de sang. Et attention, ce qui va suivre est absolument crucial. Elle ne cède pas son pouvoir aux membres du comité, non. C'est un coup de génie stratégique. Elle cède son autorité directement au gouvernement des États-Unis. Son pari, c'est que Washington va enquêter, se rendre compte que ce coup d'État est illégal et lui rendre son trône.
Mais le renversement de la monarchie, ce n'est pas la fin de l'histoire de Liliuokalani, loin de là. En fait, c'est le début d'un tout nouveau chapitre pour elle. Celui d'une résistance acharnée. Plus en tant que reine au pouvoir, mais en tant que symbole vivant de sa nation. Et tout de suite, les conséquences sont terribles. D'abord, on la signe à résidence. Elle est prisonnière dans son propre palais. Ensuite, elle est jugée par une commission militaire mise en place par le nouveau gouvernement. Et finalement, le 24 janvier 1895, on la force à signer son abdication officielle. Et écoutez ce qu'elle a écrit dans ses mémoires, c'est poignant. Elle dit « J'aurais choisi la mort plutôt que de signer ». Alors pourquoi elle l'a fait? On lui a dit que si elle signait, tous ses partisans qui avaient été arrêtés seraient libérés. C'était un sacrifice, pas une défaite. Même prisonnière, elle n'arrête pas de résister. Cette courte pointe, elle l'a créée pendant sa détention. C'est un symbole incroyable de sa défiance silencieuse. Chaque couture, chaque symbole brodé est un acte de mémoire. C'est sa façon de s'assurer que l'histoire de son pays ne soit jamais oubliée. Parce qu'en plus d'être une reine, c'était une artiste, une musicienne et compositrice de grand talent. Et son art est devenu une autre forme de résistance. Prenez sa chanson la plus célèbre, Aloha Oe. À l'origine, c'est une chanson d'amour, mais son peuple se l'est réappropriée. C'est devenu l'hymne de leur nation perdue. Et c'est encore aujourd'hui l'une des chansons hawaïennes les plus connues au monde. Et son combat, il ne s'est jamais arrêté. Une fois qu'elle a été libérée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part à Washington, D.C. pour plaider sa cause directement auprès du gouvernement américain. Elle a lutté jusqu'au bout contre l'annexion et pour que les terres de la couronne soient rendues à son peuple. Liliuokalani s'est éteinte en 1917. Elle a été enterrée auprès de ses ancêtres au mausolée royal. C'était la fin de la vie de la dernière monarque d'Hawaï, c'est vrai, mais ce n'était absolument pas la fin de son héritage. Et on va finir sur cette phrase qui lui est attribuée et qui est magnifique. Il y aura toujours un Hawaï tant qu'il y aura de la loi et du pardon. C'est une réflexion incroyable sur la force de la culture. Ça veut dire que même si le royaume politique n'existe plus, l'esprit d'Hawaï, cet esprit d'Aloha, lui, il est toujours là. Et ça, c'est un héritage qui est bien plus puissant qu'un trône ou une constitution.